Donc, ils sont très fragiles aux attaques des féministes. Et donc, nous avons le retour, si vous voulez, le retour de bâton, et un retour de bâton qui est particulièrement pervers, parce que ce retour de bâton, qu'est-ce qu'il installe? Il installe d'abord la primauté de la différence, de ce qu'on appelle en France la différence des sexes. Il y a beaucoup de personnes qui, justement, n'ont jamais accepté d'utiliser le terme genre, parce que le terme genre implique une construction sociale, et qui continuent à parler de la différence des sexes ou de la différence sexuelle, car pour ces personnes, la différence entre les genres, entre les hommes et les femmes, est une différence qui est fondée biologiquement, mais pas seulement fondée biologiquement, ayant un rapport quelconque avec la biologie ou avec l'anatomie, mais justifiée biologiquement, et surtout qu'elle est très souhaitable, car elle permet quoi? Elle permet le désir, qui n'existerait pas sans cette différence sexuelle. C'est donc ça, et ça, c'est le discours qui est promu par les magazines féminins, les journaux de vulgarisation de psychologie et les ouvrages de, je crois que vous appelez de psychopop, comme les hommes viennent de Mars et les femmes de Vénus. Donc il ne faut pas oublier que ce sont des ouvrages qui ont été vendus, celui-ci et ses suivants, à 15 millions d'exemplaires dans le monde entier, et dans je ne sais pas combien de langues. Et donc c'est quand même ça, je veux dire, ces auteurs sont un couple américain, mais il y en a d'autres, et c'est ça qui informe maintenant, disons, le grand public. Ce qui veut dire que dans ce domaine, disons, de l'explication du caractère social des différences de rôle, de statut entre les femmes et les hommes, eh bien, le féminisme a fait quelques progressions, mais pas fondamentalement, car il y a toujours cette, disons, et ça, d'une certaine façon, c'est assez normal, il y a toujours cette opposition, hein, il y a toujours cette contestation conservatrice qui dit mais non, les différences, elles sont inscrites dans la biologie et pour le bien de l'espèce, pour permettre qu'il y ait un désir entre les hommes et les femmes, sans lequel l'humanité s'éteindrait. On tient vraiment le nœud, un peu le nœud de notre époque, d'une certaine façon, du point de vue de comment est-ce qu'on peut penser le sexe, comment est-ce qu'on peut penser le genre, comment est-ce qu'on peut penser les relations entre les hommes et les femmes, comment est-ce qu'on peut penser la sexualité. Il y a des évolutions qui font qu'on devrait être obligé de les penser autrement, et il y a des gens qui les pensent autrement, et puis en même temps, il y a cet extrême, je ne dirais pas pesanteur, car ce n'est pas une pesanteur, il y a cette extrême réaction, il y a tous ces gens qui veulent absolument que finalement, aux différences anatomiques entre les hommes et les femmes correspondent des différences de rôle, des différences d'attitude, et leur rationalisation pour ça, c'est que ça crée le désir. Jamais ils ne disent que ça crée l'exploitation économique, jamais ils ne disent que ça crée les inégalités salariales, ou que ça y est lié, jamais ils ne disent que c'est lié aussi aux violences conjugales. Mais en France, il y a une tendance, disons, des gens qui veulent nier l'oppression des femmes et nier la nécessité de la lutte féministe, une tendance à prétendre que l'oppression des femmes existe certes, mais ailleurs. Alors, ça ne veut pas dire qu'il n'y a eu aucun effet du féminisme en France. Ils sont mitigés. Et je pense que c'est vrai un peu partout. Ils sont mitigés. Par exemple, dans le domaine de ce que vous appelez l'équité salariale, il n'y a pas eu beaucoup de changements. D'ailleurs, certaines personnes, dont moi, prétendent qu'il n'y en a pas eu du tout depuis 30 ans. Non seulement il n'y en a pas eu du tout depuis 30 ans, mais il y a la situation des femmes sur le marché du travail se dégrade. Bon.
On ne va pas rentrer dans les détails de ça. Je pense que c'est un peu partout la même chose. Enfin, c'est peut-être pas partout la même chose, mais avec les femmes sont plus partantes pour travailler, mais elles obtiennent moins de travail parce qu'il y en a moins, parce qu'il y a de plus en plus de chômage, et elles se retrouvent dans des boulots à temps partiel et formant une nouvelle catégorie. Enfin, c'est-à-dire qu'on voit réapparaître maintenant une catégorie qu'on croyait ne plus exister, celle des, je vais employer un terme anglais car il n'y a pas de terme, en tout cas en France pour ça, des working poor, c'est-à-dire des gens qui, tout en travaillant, sont en dessous du seuil de pauvreté. Les femmes sont majoritaires dans cette catégorie, et les femmes forment aussi à peu près 80% des gens qui vivent, les femmes seules avec enfants en particulier, forment la majorité. Près donc 80% des gens en France qui vivent sous le seuil de pauvreté, qui, comme vous le savez, correspond à 25% du niveau médian de revenus. En revanche, il y a certains thèmes, bon, ça c'est quelque chose qui n'est pas possible. Alors, comme le rappelait Francine tout à l'heure, j'ai beaucoup axé mon travail sur l'exploitation domestique. Par exploitation domestique, j'entends l'exploitation du travail des conjointes et concubines, de ce travail que j'appelle domestique, qui ne se limite pas au travail ménager, car chez les femmes d'artisans, d'agriculteurs, etc., c'est l'ensemble de leur travail qui est approprié, de ce travail gratuit. Mais qui, dans la majorité des couples, dans les couples de salariés, consiste surtout en travail ménager. Et c'est un domaine qui est bien renseigné, c'est-à-dire que nous avons des chiffres là-dessus, car il y a des enquêtes régulières faites tous les 10 ans, pas tous les 10 ans par l'Institut de la statistique et des études économiques, l'INSEE, des études de budget-temps, et grosso modo, ce qu'on voit, c'est que tous les ans, les hommes font à peu près la part de travail faite par les hommes s'accroît de 5 à 10 minutes, non pas par an, mais par jour. Mais pour arriver à en faire autant que les femmes, il faudra beaucoup d'années, si même ça se poursuit. Alors, je pense que ça ne doit pas être très différent au Québec, quoique je ne connaisse pas les chiffres là-dessus. Mais vous savez aussi, enfin, je pense que c'est la même chose, c'est que dans les couples qui se forment, puisque la plupart des femmes vivent en cohabitation avec un homme, soit dans le mariage, soit dans le concubinage, il y a beaucoup plus de partage des tâches pendant les premières années, et c'est au moment de l'arrivée du premier enfant que les rôles sexuels se distinguent vraiment très fortement, que les hommes font non seulement leur part de travail ménager reste stagnante, mais elle diminue pendant que leur carrière s'envole, tandis que les femmes font tout. Grosso modo, en moyenne, les femmes font 80% du travail ménager quand on confond tous les âges, toutes les catégories, y compris le nombre d'enfants dans le ménage. Bon. Et ça ne change pas. Voilà, ça a une stabilité sur un nombre d'années assez court, mais enfin sur 30, 40 ans, on n'a pas de changement, de même façon qu'on n'a pas de changement, quoi qu'on en dise, dans les différences de salaire. Je veux dire, les gens voient du changement. Il y a des gens qui veulent voir du changement. Ils voient du changement. Bon, ils voient du changement, 2%, 3%, etc. Bon. Moi, je ne vois pas de changement là. Bon.